Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité en Savoie-Mont-Blanc sur votre chaîne préférée. Nous sommes le lundi 13 mai 2019, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, nous parlerons des problématiques liées à l'environnement avec le nouveau et l'ancien président de l'association pour le respect du site du Mont-Blanc. Mary Wand sera présente sur ce plateau pour sa chronique. Ce soir, focus sur les allergies et du sport pour terminer cette première partie avec du squash féminin et les Françaises championnes d'Europe. Mais avant toutes ces réjouissances, j'ai le plaisir d'accueillir Clémence qui arrive pour les titres de ce journal du 13 mai 2019. On va commencer avec une nouvelle piste cyclable symbolique. Et oui, c'est un chantier que tous les amoureux du vélo ont hâte de voir achever, la Via Rona. Alors, elle reliera à terme le Léman à la Méditerranée. Et un premier tronçon a été inauguré ce samedi matin. Reportage dans le journal. Et puis entre Airbnb et les hôteliers, la guerre est toujours déclarée. Oui, la ville d'Annecy est toujours aussi attractive et les locations de vacances sont au beau fixe. Donc c'est une nouvelle querelle entre les plateformes en ligne de location de logements et les professionnels du tourisme qui se jouent. Les précisions à suivre. On enchaîne avec notre revue de presse quotidienne non exhaustive. Mieux vaut tard que jamais pour commencer. Mieux vaut tard que jamais, exactement. Je ne pensais pas que tu allais me lancer avec ça, mais ça marche très très bien. Alors c'est une histoire un petit peu insolite. Marthe Coda, habitante du petit village de Villarodin-Bourget, en Savoie, a eu une belle surprise apportée donc par le facteur. Le 20 avril dernier, elle reçoit donc une carte postale envoyée par sa fille en 1969. Alors, en recevant la lettre, l'octogénaire pense d'abord que sa fille est partie en vacances sans la prévenir, mais elle s'aperçoit que la carte est vieillie un petit peu, et puis vient de Varzy, une commune dans la Nièvre, où Myriam, sa fille donc, était partie en colonie de vacances il y a bientôt 50 ans. Et le timbre sur la carte postale vendue 30 centimes lui permet de voir que le courrier a été posté en 1969. Alors, une belle surprise, et je cite Marthe, pour mettre autant de temps pour arriver, j'ai pensé qu'elle avait peut-être fait le tour de la Lune. Après tout, on était en 69, les premiers pas de l'homme sur la Lune donc. Alors contactée par la rédaction de France 3, la direction de la Poste n'explique pas ce retard ni comment une si vieille carte postale a pu se retrouver à nouveau dans le flux du courrier 50 ans plus tard. Voilà. C'est une belle histoire finalement. Une jolie petite histoire. Et puis certains citoyens annéciens ont pu découvrir une coquille sur leur carte d'électeur. Oui alors. On passe de la carte postale à la carte d'électeur avec cet article du Dauphiné. Alors les élections européennes approchent, je le rappelle, c'est donc le 26 mai prochain. Et à Annecy, les cartes d'électeurs sont donc envoyées dans des foyers à l'approche donc du scrutin. Mais il y a un petit problème, le nom du maire d'Annecy, Jean-Luc Rigaud, a vu son nom amputé du T à la fin, écrivant plus que Jean-Luc Rigaud AU au lieu de AUT. Alors la mairie a saisi son service juridique pour connaître les raisons de cette erreur. En attendant, les détenteurs des cartes défaillantes pourront évidemment aller voter sans souci. C'est le principal. C'est le principal, exactement. Pour ta revue de presse, toi, l'habit ne fait pas le moine, mais le conducteur de bus. Oui, tenue correcte exigée pour les conducteurs et conductrices des bus, des TPG, des transports publics genevois, puisque l'opérateur songe à changer le code vestimentaire en place. Une nouveauté qui est loin de faire l'unanimité chez les syndicats, puisque les conducteurs pourront porter un bermuda uniquement en été et une cravate le reste de l'année. Pour le président du syndicat SEVTPG, il s'agit tout simplement d'un chantage et d'un enfantillage. Parce qu'on rappelle, ils veulent pouvoir porter un bermuda quand bon leur semble. Puis on sait que le port de la cravate n'est pas forcément bien vu, c'est un petit peu strict. Donc voilà. Pour le moment, aucune décision définitive n'a été prise. Et ces changements ne devraient intervenir pas avant 2021. Donc pour l'instant, la direction tente d'apaiser. On verra quelles sont les suites, mais c'est un peu strict, moi je trouve, un conducteur en cravate. Peut-être, effectivement. Et puis, vers la reconstruction des ports de Savoie. Alors, explique-nous un petit peu ça. La réintroduction même, avec l'association Dives Port Aura, qui veut donc réintroduire le port de Savoie. C'est une espèce qui a disparu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'était une race locale de porc en plein air, rustique, de couleur noire et blanche, comme on peut voir sur cette image. Aujourd'hui, cette association veut reconstruire la place porcine Brest-Savoie à partir de truies de la race italienne Cinta Senese, que l'on rencontre surtout en Toscane et en Émilie-Romagne. Principale difficulté de ce projet, un port rustique comme celui-ci est élevé sur au moins 250 mètres carrés d'espace en plein air contre 1 mètre carré pour un port industriel en bâtiment. L'association a donc lancé un financement participatif pour acquérir en Italie des reproducteurs de cette race, la Cinta Senese. Une fois en France, les animaux seraient pris en charge au sein du centre d'élevage de Poisy, donc juste à côté, qui est aussi chargé de la conservation et du développement de races bovines abondantes, tarentaises et encore la chèvre de Savoie. L'association, quant à elle, estime qu'elle a besoin d'environ 6 000 € pour arriver à ses fins. On va suivre de très près cette aventure. Alors c'est une somme, 6 000 €, mais en même temps, je les trouve très mignons. Ça vaut le coup. Merci beaucoup Clémence. Allez, on démarre cette émission avec notre rubrique Dans l'actu. Alain Amias, Antoine Martin, bonsoir. 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 Alors vous êtes respectivement l'ancien et le nouveau président de l'Association pour le respect du site du Mont-Blanc, la RSMB.
Aujourd'hui, Monsieur Namias, vous êtes donc maintenant vice-président. On va commencer avec vous. Quel bilan vous tirez de vos 3 ans de présidence? Bah écoutez, c'est un bilan mitigé parce que je ne suis pas persuadé que tout ce qui a été demandé a été obtenu et donc on n'est pas du tout sûr que les mesures que nous avions préconisées lors des États généraux de l'air pour la vallée de l'Arve ont été reprises dans le PPA. En fait, on a même l'intention d'évaluer le PPA à l'aune de tout ce qui avait été proposé. Donc on va recréer les États généraux de l'air en vallée de l'Arve pour juger du PPA. Maintenant, il y a eu pas mal d'avancées quand même. On a pas mal bossé et on espère bien que les mesures vont permettre une certaine réduction des émissions. En fait, le vrai problème, s'il y a de la pollution, c'est parce qu'il y a des pollueurs. Et puis en plus, cette pollution, elle touche non seulement la vallée de l'Arve, mais aussi la vallée du Mont-Blanc. Bien sûr. De quoi êtes-vous le plus fier, malgré tout? Ça, c'est une bonne question. Franchement, je n'ai pas ce genre de sentiment. Par contre, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que la politique, c'était la gestion de l'argent, voilà, et la gestion de la pénurie même. J'ai appris que les hauts fonctionnaires bossaient. Et je voudrais rendre hommage à ceux avec qui nous on a travaillé, qui nous ont beaucoup écoutés. Et je voudrais aussi rendre hommage au préfet. Voilà, je tiens à le dire parce qu'il s'est vraiment impliqué dans ce dossier. Je dis pas qu'il a tout accepté malheureusement. Le contact passe bien? Oui, voilà. Ça s'est bien passé. Ça se passait pas aussi bien avec son prédécesseur. Antoine Martin, vous êtes donc en poste depuis le 25 avril dernier. Sous quel signe souhaitez-vous placer votre mandat? Bien, d'abord, je remercie Alain de tout son travail et d'ailleurs tous les autres présidents. Depuis 25 ans, la RSMB se bat pour avoir un air pur dans cette vallée de l'Arve et au-delà, la vallée de Chamonix et la basse vallée de l'Arve également. Voilà, et moi je souhaite continuer dans cette direction et œuvrer, travailler pour obtenir un air respirable dans cette vallée. Voilà, c'est tout ce que je souhaite. C'est assez simple, c'est déjà beaucoup. Vous en avez parlé, le nouveau plan de protection de l'atmosphère a donc été officiellement validé fin avril. Question simple et directe, ce PPA2 vous convient-il dans l'état actuel? Alors, comme le disait Alain Namias, effectivement, il y a eu un gros travail de fait avec la participation des citoyens dans des groupes de travail. Et là, moi aussi, je salue le travail des fonctionnaires de l'État qui ont aidé à cette constitution du PPA avec justement les citoyens et les associations en collaboration. Donc voilà, et nous allons continuer dans ce sens-là. Est-ce qu'il est viable selon vous, Monsieur Namias, ce PPA2, même si vous l'avez un petit peu dit déjà? Ben, écoutez, je pense qu'il va, s'il est appliqué, et nous allons faire tout ce que nous pouvons pour qu'il le soit, en participant au groupe de travail et en étant le gendarme du PPA. C'est-à-dire, je pense que s'il n'y a pas de contre-pouvoir, il ne sera pas appliqué, comme le premier ne l'a pas été. Si par contre on nous autorise à participer à toutes les sous-commissions, etc., je pense que là, nous, on va exiger que le PPA soit appliqué. S'il l'est, on peut espérer effectivement une certaine réduction. Maintenant, il faut aussi que l'État mette la main à la poche. Et en particulier, moi, ce qui me choque, c'est que on a un énorme problème, par exemple, avec le transport routier. On va y venir, oui. Bon, alors Dernière chose sur ce PPA, 30 actions pour retrouver un air propre d'ici 2023. C'est un défi qui vous semble réalisable? Alors réalisable, c'est assez, oui. C'est trop peu, 30 actions? Moi, je pense que c'est assez en fonction des moyens que l'on a aujourd'hui. On sent bien que les services de l'État sont prêts à nous aider et à travailler pour faire appliquer ce plan, tout simplement. L'appliquer et le contrôler. Mais il manque de moyens. Et ça, on tient à le répéter, nous, à la RSMB, c'est qu'on souhaite que les services de l'État soient dotés de moyens suffisants pour appliquer ce plan. Parce que ce plan, il restera sur le papier s'il n'est pas appliqué sérieusement, avec détermination et avec tous les moyens nécessaires. Voilà, c'est ce qu'on souhaite obtenir. Autre champ d'action de votre association, le trafic, avec notamment le ferroutage et le report modal immédiat que vous réclamez. Immédiat, absolument. En fait, nous, on est absolument persuadés qu'on est en mesure de mettre les marchandises sur le train
de plusieurs manières et il faut le faire. Donc on demande ça. Je sais qu'on a le soutien de la population. On demande également la création de transports en commun, par exemple. Vous savez, les diesels qui montent le viaduc des Aigras polluent en termes de polluants en général, probablement autant que certains camions. Maintenant, les camions, c'est aussi le CO2, c'est-à-dire les gaz à effet de serre. Et pour ça, malheureusement, on a besoin que les marchandises voyagent sur le rail. Yannick Jadot, le candidat Europe Écologie, Les Verts était à Modane récemment. Ouais. Vous l'avez rencontré devant l'entrée du tunnel du Fréjus. Que gardez-vous de ces échanges? Bon, moi, je dirais que politiquement, un candidat va toujours nous dire qu'il est d'accord avec nous. Donc, c'est pas très surprenant. Maintenant, il a admis que, par exemple, certains projets grandioses et pas financés étaient superflus dans les circonstances actuelles et que 2032 ou 2035, c'est bien trop loin pour réaliser le report modal. Donc, c'est important de le faire maintenant. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'avec le soutien de la population et sous forme, par exemple, de consultation publique, on puisse dire à l'État essayez de faire beaucoup mieux que ce que vous faites. C'est pas possible de laisser les camions continuer à polluer, à violer l'espace naturel du Mont Blanc. C'est pas possible. Dans ce sens, j'imagine que le Lyon-Turin reste pour vous une ineptie? C'est un dossier qui est très compliqué, très complexe. En l'occurrence, la destruction d'espaces naturels encore dans cette vallée de la Maurienne, elle n'est pas souhaitable. Et nous, on pense que ce n'est pas nécessaire et qu'on a d'autres priorités que de construire un projet faramineux et, on va dire, extraordinaire. Par exemple, de remettre vraiment en fonction la ligne existante, voilà, et de développer tout le report ferroviaire des marchandises sur les lignes existantes qui sont suffisantes. Dernière chose, les projets. J'imagine qu'il y en a beaucoup au niveau de la RSMB. Bien sûr. Alors, c'est Antoine qui vous en parlera beaucoup mieux que moi, puisque c'est lui qui va les réaliser. Mais en gros, je dirais, on a premièrement un immense projet qui est celui de continuer à faire fonctionner le PPA. Et pour ça, il va falloir qu'on se bouge. Vigilant. Voilà. Je te laisse. Voilà, ça demandera d'être très vigilant pendant ces 5 années que dure un PPA. On ne peut pas le laisser courir et le laisser, on va dire, ronronner tranquillement. Il faut qu'on soit vigilant pour qu'il soit appliqué et contrôlé. On a demandé, le précédent PPA n'avait pas prévu justement de recevoir les associations périodiquement pour faire un bilan chaque année. Et là, c'est ce qu'on a obtenu. Et donc, on souhaite, avec le préfet, se rencontrer régulièrement pour faire le point et le bilan et éventuellement corriger les actions qui ne seraient pas suffisantes. Donc voilà, c'est le principal axe, c'est être vigilant sur l'application de ce PPA. Voilà, c'est les 5 années qui sont devant nous, c'est ça. Et puis évidemment, on va demander on a d'autres revendications, il y a des choses, on n'a pas été satisfait sur toutes les demandes, bien sûr. Par exemple, sur les déchets, la gestion des déchets, il n'est pas logique qu'on ait, pour le CITOM, le CIVOM, enfin les incinérateurs de la vallée de l'Arve, des camions entiers de déchets qui viennent de l'extérieur et qui soient brûlés, incinérés chez nous. C'est absolument ridicule. Merci beaucoup en tout cas, messieurs. Merci beaucoup. Bon courage pour la suite de votre combat. Merci, on y va. Allez, j'accueille à présent Mary Want, la fondatrice de l'atelier Corps et Plantes, pour sa rubrique. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, bonjour. Alors je disais donc rubrique printanière, on va parler du printemps qui est donc désormais bien installé, et l'été qui va arriver. Et vous avez souhaité nous parler des allergies, parce que malheureusement ça va de pair. Et des autres petits désagréments qui peuvent arriver à cette période. C'est une période redoutée par beaucoup de personnes, j'imagine. J'en fais partie, notamment par rapport aux allergies. De plus en plus, oui, c'est vrai qu'il y a vraiment, au niveau des allergies, notamment pour faire le lien avec ce qui a été dit précédemment, à cause des pollutions aussi, les pollens sont plus agressifs et donc toute la période où on a les pollens d'arbres, les pollens de graminées, c'est devient difficile pour de plus en plus de personnes aujourd'hui. Est-ce que de plus en plus de personnes deviennent allergiques? Oui, et même ça se déclare sur le tard aussi, pas forcément que dans l'enfance. Alors, plusieurs petits conseils, plusieurs idées pour
Alors, comme d'habitude, je vais vous proposer des choses assez simples. Alors, toujours vérifier forcément auprès de votre médecin, surtout si vous êtes sous traitement, pour qu'il n'y ait pas d'interaction. Pas pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 6 ans, bien sûr. Donc, une des premières choses qui peut être très facile à faire, c'est avec le plantain, ou en fait, donc plantain majeur ou plantain lancéolé, qui est une plante qui va vraiment agir comme un antihistaminique et qui va être anti-inflammatoire. Donc, on peut la prendre tous les jours, 3 tasses par jour en tisane. Ouais, ça, je vais vous demander Voilà, sous en quelle forme, tisane, en forme de voilà. tisane. Donc on peut trouver dans le commerce. Bon, souvent, on la ramasse. Donc On peut la après, c'est aussi bien de se faire accompagner pour les premières fois pour être sûr qu'on est sur la bonne plante. Mais voilà, on peut la consommer 3 tasses par jour pendant toute la durée en fait, de la période des pollens. Donc la vertu antihistaminique. Antihistaminique, anti-inflammatoire aussi. Pour ceux qui en prennent, on sait que les antihistaminiques, c'est des médicaments qui sont assez forts. Oui. J'imagine que le plantain lancéolé, c'est quand même plus... C'est plus doux, donc pour voilà, ça l'organisme. peut aussi permettre, si on accompagne bien, de diminuer aussi la prise d'antihistaminique. Donc ça peut très bien se compléter. Après, pour les moments vraiment de crise, on peut aussi utiliser des huiles essentielles comme l'estragon ou la Tanésie annuelle, qu'on va pouvoir simplement utiliser en mettant une petite goutte sur un mouchoir ou en respirant simplement dans le flacon. Et là, on a vraiment aussi la même action antihistaminique et anti-inflammatoire qui va calmer au moment de la crise. Pour ce qui est de la Tanésie et de l'estragon, on peut aussi appliquer un mélange avec de l'huile de nigel, 4 gouttes d'huile de nigel, 1 goutte d'huile essentielle, et en mettant sur les avant-bras pendant 7 à 10 jours, sur les grosses périodes de crise. Ouais, c'est intéressant à savoir. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La lavande, il peut aussi avoir des vertus. Alors la lavande, c'était pas mal pour tout ce qui va être piqûre d'insectes. Oui, parce qu'on pense aussi. Voilà, ça On pense peut aux allergies, aussi- mais il y a aussi tout ce qui va c'est avec. ça, il y a aussi toutes les personnes qui vont être allergiques aussi aux piqûres d'insectes, donc C'est mon double cas aussi. peine. Et donc voilà, là on a vraiment à la fois un anti-infectieux avec la lavande aspic. Je précise bien parce qu'il y a différents types de lavande, donc c'est vraiment la lavande aspic qui est très indiquée pour ça. Et donc on va mettre pur simplement sur les piqûres, et à la fois c'est anti-infectieux, ça va aider la peau à cicatriser. Et là, on va vraiment avoir un effet immédiat sur les piqûres. Pareil, la lavande aspic, où est-ce que ça peut se trouver? On peut la trouver... Ça, vous pouvez trouver toutes les huiles essentielles comme ça, vous pouvez les trouver en pharmacie, en herboristerie, sans problème. Puis on a aussi le millepertuis. Alors le millepertuis, là, on l'utilisera plutôt pour la peau qui va être exposée au soleil, qui va être potentiellement brûlée. Donc en fait, souvent, on utilise une huile de millepertuis, qui est en fait des fleurs de millepertuis qu'on aura fait macérer dans de l'huile, qui va prendre une couleur très rouge, c'est très joli d'ailleurs, et on peut l'appliquer sur les coups de soleil ou la peau un peu brûlée, et ça marche très très bien. Simplement pas se réexposer au soleil juste après, parce que ça peut être photosensibilisant et Ah oui. empirer. Donc bien à faire le soir quand on a trop pris le soleil pendant la journée. Quels conseils vous donneriez aux personnes qui sont sujettes aux allergies avec les beaux jours qui arrivent justement? Alors, On sait que c'est difficile de se prévenir des allergies, mais est-ce qu'il y a des petites attitudes à adopter? Alors souvent, c'est quand même un sujet qui est très complexe. Donc ça peut être très intéressant aussi de se faire suivre par un naturopathe, pas forcément qu'au moment de la crise, mais de manière générale. Parce que les allergies peuvent aussi venir notamment du système digestif, parce qu'on va avoir un intestin qui n'est pas en très bonne santé, une flore intestinale pas en bonne santé. Et donc du coup, ça est vraiment intéressant de pouvoir avoir un suivi qui va englober un peu toutes les facettes et qui va améliorer la vie au quotidien, mais aussi sur les périodes d'allergie forcément. Toujours dans cette optique, vous organisez un atelier, huile aux plantes et baumes médicinaux, le 23 mai prochain. Oui. Ça va être un petit peu l'objectif de montrer Oui, ce qui voilà, peut se faire. là, en l'occurrence sur ces ateliers-là, donc c'est beaucoup apprendre à préparer les macérats huileux, donc on met des plantes dans l'huile, et ensuite on peut aussi faire des baumes avec tout ça. Donc notamment, je ferai un baume au plantain, baume au millepertuis, voilà ce genre de choses. C'est une période que vous appréhendez l'été, pas forcément? Non, moi je le vis très bien, c'est la meilleure période pour moi, c'est celle des cueillettes, c'est celle où je passe le plus de temps dehors en montagne pour herboriser. Donc, Et puis c'est là où on a peut-être plus de passion, des conseils à donner en tout cas. voilà, il y a beaucoup de choses à montrer et c'est vraiment une période intéressante. Merci beaucoup, Mary. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Allez, du sport pour aller jusqu'à la fin de cette première partie. Quelques résultats à vous donner avant de passer à notre invité Skype du jour. En football, le FC Annecy s'est imposé en National 2 ce week-end à Lyon contre la réserve de l'Olympique lyonnais. Victoire 1-0 des hommes d'Elder Esteves grâce à un but de Jean-Jacques Croquis. Malheureusement, Toulon et Fréjus Saint-Raphaël ont aussi gagné. Annecy reste donc 3e de son groupe à 2 journées de la fin. Toujours en foot, mais cette fois, c'est nos voisins suisses. Le Servette Genève
est en retour et de retour en Super League, la première division. Les Grenats sont sacrés champions de Challenge League après un succès 3-1 dans le derby contre Lausanne ce vendredi dans un stade de la Praille en fusion. Ils sont donc promus pour la saison prochaine. En rugby, en fédéral de Rumilly est qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition après sa victoire 22-13 lors du match retour contre Agde. Les Hauts-Savoyais rencontreront Fréjus Saint-Raphaël en quart de finale. Le vainqueur de cette confrontation sera promu en fédéral 1. On va parler squash féminin à présent avec mon invité. J'ai eu la chance d'interviewer Colline Omar, numéro 2 française un peu plus tôt dans la journée. La joueuse désormais licenciée à Annecy Séno vit en Angleterre désormais. On regarde. Colline Omar, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous en Angleterre. Alors, vous êtes championne d'Europe de squash par équipe depuis maintenant quelques jours. Félicitations puisqu'il s'agit là d'un véritable exploit puisque vous avez battu en finale les Britanniques qui restaient sur 40 victoires en 41e édition. Première question, qu'est-ce qui vous inspire ce titre de championne d'Europe par équipe? Un rêve, je ne sais pas si je peux dire, non, une grande fierté et je pense qu'on peut être très fiers de notre équipe de France. C'est une véritable consécration là pour l'équipe de France que vous représentez? Oui, carrément. Je vais bientôt fêter mes 30 ans et ça fait des années qu'on se bat pour essayer d'aller les titiller de plus en plus et de les battre. Au bout de toutes ces années, c'est quand même assez, on va dire, incroyable. On a eu du mal à s'en rendre compte. J'ai beaucoup pleuré. Mais non, c'était juste magique comme moment. Alors, vous faisiez équipe avec Camille Serme, une des meilleures joueuses mondiales, et Melissa Alves. Comment est-ce que vous avez vécu personnellement cette finale contre les Anglaises? Donc oui, avec Camille, ça fait des années qu'on est ensemble dans cette équipe de France. Mélissa, c'est une nouvelle, on va dire. C'est notre petit bébé, mais un grand bébé parce que grâce à elle, elle a marqué le point final en finale. Non, c'est vrai que déjà de jouer à Birmingham, j'ai eu la chance d'avoir ma maman et ma sœur ainsi que mon copain. Ils sont venus me voir jouer, ils sont venus nous supporter. Et c'est vrai que de gagner ce titre et de marquer l'histoire avec ma famille, c'était juste un moment encore plus magique et plus incroyable. Et j'ai vraiment du mal à m'en rendre compte. Et c'est passé bien trop vite. Mais voilà, chaque jour, j'y repense et ça fait juste très émotionnel d'y repenser à chaque fois. Le plus dur maintenant, ça va être essayer de confirmer dès l'année prochaine. Parce qu'on sait que, on le disait, les Anglaises ont quasiment tout gagné. Exactement, c'est vrai que voilà, elles sont vice-championnes du monde et puis championne d'Europe, mais c'est vrai que voilà, Laura Massaro, celle que j'ai jouée en finale, elle vient d'annoncer il y a quelques jours qu'elle va arrêter, donc elle va prendre sa retraite. Voilà, l'équipe d'Angleterre ne sera pas la même l'année prochaine. Bien évidemment, cette année-là, elles n'avaient pas leur numéro 3 parce qu'elle était blessée, donc du coup, elle n'est pas venue participer à ce tournoi. Donc voilà, ça va être une équipe d'Angleterre complètement différente qu'on aura l'année prochaine. Mais voilà, ça nous donne confiance et on sait qu'on les a battus une fois. Donc je pense que c'était pas un blocage psychologique de pas réussir à les battre, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait qu'elles sont plus vulnérables dans un sens où on les a battues une fois. Donc on sait que on va essayer de garder ce titre et on sait que c'est faisable. Justement, j'imagine que ça donne aussi des idées pour les compétitions mondiales, pour les championnats du monde. Bah carrément, c'est vrai que ça fait on va dire 2 fois de suite qu'on gagne la médaille de bronze, la première à Paris et la dernière en Chine. Et c'est vrai que donc pourquoi pas viser une finale. C'est vrai que je pense qu'on en est capable. On est une équipe de France soudée. Quand on se retrouve tout ensemble, on veut toujours plus mais dans un très bon esprit, c'est-à-dire qu'on respecte nos adversaires, mais on sait qu'on peut les battre, comme on peut aussi perdre contre, on va dire, moins fort sur le papier, donc on ne prend jamais les équipes de haut. Et je pense que c'est une force, c'est-à-dire que voilà, on sait que c'est pas gagné, mais on sait qu'on peut. Et c'est vrai que pourquoi pas une finale et contre les Égyptiennes qui sont vraiment une équipe, enfin la numéro 1, numéro 2, numéro 3 mondiale sont égyptiennes, donc forcément c'est un autre stade, mais pourquoi pas. Donc non, on y croit et c'est vrai qu'une finale au championnat du monde par équipe, ce serait vraiment, pour ma part et je pense que Camille aussi, vraiment plus qu'un rêve là, je pense. Alors on le voit, vous arborez un très joli maillot, le maillot de l'équipe Séno Annecy, club que vous avez intégré au début de l'année 2019. Qu'est-ce qui vous a séduit, qu'est-ce qui vous a plu dans le projet qu'on vous a présenté? Bien évidemment, le développement du squash en France,
je pense que on en a besoin et c'est vrai qu'avec un club comme celui d'Annecy, et puis il y a d'autres clubs, mais je veux dire, c'est vrai que comme celui d'Annecy avec des beaux projets, des belles envies et pas forcément que sur du haut niveau, et c'est vraiment un développement du club et c'est vraiment, on va dire, nécessaire. Et j'ai donc participé au tournoi d'Annecy, le PSA, il y a un peu plus d'un mois. Et c'est vrai que de participer à ce tournoi, de me rendre compte que qu'ils m'ont accepté et que je faisais partie un petit peu de leur famille, ça m'a vraiment touchée. Et c'est un club avec de belles et grandes valeurs et je trouve ça, enfin, je suis vraiment très fière en fait de faire partie de ce club. Même si avant ça, je faisais partie du club de Créteil depuis des années, c'est vrai que c'était un nouveau challenge et même dans ma vie personnelle, ce nouveau challenge-là est arrivé au moment, on va dire, au meilleur timing possible. Donc je suis très, très contente de faire partie de ce nouveau club d'Annecy. Quand on est joueuse professionnelle comme vous, vous êtes classée 35e au classement, 35e au classement mondial. Quelle est l'importance d'une compétition comme les interclubs? Honnêtement, là, c'est un tout autre registre. On va dire que là, ça va être surtout sur le circuit français. Voilà, les nationaux, j'essaye de participer à des nationaux en France. Mais c'est vrai que depuis que j'habite en Angleterre, c'est un petit peu plus compliqué de trouver les week-ends libres pour aller me déplacer en France. C'était quand même un assez long trajet finalement. Mais c'est vrai que tout ce qui est pour développer le squash français, moi, c'est avec un grand plaisir. Et participer aux interclubs, c'est encore un plus grand plaisir. Et on partage des super moments avec les filles, les nouvelles filles de mon équipe. Et j'adore ces moments-là qu'on partage. C'est d'une simplicité, mais on a envie d'aller gagner et toujours viser plus haut encore. Donc, que ce soit sur le circuit européen ou français ou national ou même régional, moi, ça avec grand plaisir. Et je fais pas de différence. Je suis une fille d'équipe, j'adore jouer en équipe. Donc, ça me fait vraiment plaisir de faire partie de ce club. Et puis, cette victoire avec l'équipe de France, on imagine que ça peut ne faire que du bien au squash. Exactement. Vive les femmes et vive le squash féminin. Merci beaucoup, Colline. Merci, bon courage pour la suite de la saison. Merci, c'est gentil. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Allez, avant d'accueillir Clémence pour le rappel des titres, je vous propose d'écouter Lohan Bozzolo, jeune snowboarder français espoir de la discipline, originaire de Saint-Gervais. Il a été fêté comme il se doit, comme ses collègues sportifs ce week-end dans sa station. Pierre Boucaud et Antoine Martin l'ont rencontré. Début de saison plutôt pas compliqué mais spécial, puisque l'année dernière je me suis blessé 2 fois, j'ai été aux Jeux Olympiques et en fait je me suis cassé le bras, donc j'ai dû me faire opérer là-bas et tout ça. J'ai mis du temps à me remettre un peu en jambes et l'objectif de la saison c'était tout d'abord de rester sur mes jambes et de pas me reblesser parce que 2 blessures d'affilée, ça fait quand même beaucoup et après ça devient de plus en plus compliqué. Et en fait, j'ai récupéré mon niveau assez rapidement, j'ai fait des bons résultats assez rapidement et après tout s'est enchaîné. On est parti aux États-Unis pour un gros mois, il y a eu les championnats du monde senior. Et là, j'ai fait un bon résultat, j'ai fait 10e, donc j'étais quand même content avec mon passé et tout ça. Et 5e par équipe, avec ma coéquipière Chloé Trespech. Je suis arrivé au championnat du monde junior, donc ce qui était l'objectif de la saison. Et c'était pas facile, hein. On s'est bien battu avec surtout mon ami canadien Elliot Grondin, qui arrive très très fort aussi. Et on s'est bien battu en finale et j'ai quand même réussi à décrocher la première place. Et je pense que ça va rester gravé dans mon petit cœur toute ma vie et c'est cool. C'est quand même beau le sport et je pense que c'est important de faire du sport dans la vie. Il a raison, Lohan, c'est important le sport. Allez, on accueille Clémence pour l'appel des titres. On va parler d'une piste cyclable organisée en grande pompe ce week-end, Oui. inaugurée. Inaugurée, absolument, puisque c'est le premier tronçon, le tout premier tronçon, les 3 km de la Via Rona. Donc tous les amoureux du vélo, amateurs aussi de vélo, ont certainement hâte de découvrir tout le tracé, on fera le point. Et puis Airbnb continue d'embêter les hôteliers. Absolument, on va faire exact et le point aussi là-dessus, puisque la ville d'Annecy est de plus en plus attractive pour les locations. On verra ça dans le JT. Merci beaucoup Clémence, on se retrouve dans quelques minutes pour le journal préparé par la rédaction. À tout de suite.